Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire. On est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je vois que vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints. C'est super. On va démarrer dans un instant, le temps que les derniers participants nous rejoignent. En attendant, peut-être quelques mots d'organisation. Le webinaire dure environ 1 heure. Vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat à tout moment. Yanis, notre juriste produit réglementaire, expert eIDAS, y répondra au fil de l'eau. Et nous pourrons terminer la session avec des questions additionnelles si vous en avez via l'onglet questions. Donc aujourd'hui, on va parler des eIDAS 2.0, un sujet qui peut sembler très réglementaire, hein, mais qui touche en réalité à quelque chose de très concret pour vos entreprises, qui est comment sécuriser vos transactions numériques et en faire un vrai levier opérationnel. Notre ambition pour ce webinaire est que vous repartiez avec une lecture claire, concrète et directement activable de ce que ce cadre réglementaire va changer pour vous. Donc, nous allons commencer ce webinaire, bien évidemment, par une présentation rapide des intervenants. Et j'ai l'honneur d'ouvrir le bal. Donc, moi, je m'appelle Camille Loco. Je suis directrice juridique chez YouSign depuis maintenant 4 ans. Et mon rôle est de décrypter les enjeux juridiques et réglementaires liés à la signature électronique, mais aussi à l'identité numérique, et de les rendre utiles pour nos clients et nos utilisateurs. À mes côtés, nous avons Jérôme Bordier et Édouard Rival, que je vais laisser se présenter. Merci Camille pour l'introduction et bonjour à tous. Très content d'être présent pour ce webinaire. Pour me présenter, donc Édouard Rival, moi je suis un des fondateurs et dirigeant de la société Gonexa, qui est une entreprise française qui fournit des solutions autour de la génération de documents et bien entendu de la signature électronique, qui est la thématique du jour, dans l'environnement Salesforce. Je en reparlerai un peu après. En tout cas, merci pour l'invitation Camille et je passe la main à Jérôme. Bonjour à tous et merci Camille pour l'invitation. Donc je suis Jérôme Bordier, je suis expert en signature électronique et services de confiance numérique depuis près de 30 ans. Je suis notamment directeur associé de la société Silweb et aujourd'hui en particulier secrétaire général de l'association Club PSCO dont YouSign est évidemment un des membres actifs. Le Club PSCO, c'est très méconnu, mais c'est l'association, la fédération professionnelle qui regroupe la quarantaine d'acteurs francophones qualifiés pour leur service de confiance numérique, qualifiés vis-à-vis évidemment du règlement eIDAS dont il est question aujourd'hui et en particulier de ces évolutions récentes. Merci Jérôme, merci Édouard pour votre présentation. Donc je vous partage tout de suite le sommaire pour cette heure que nous allons passer ensemble. Nous allons commencer par poser le cadre, poser le contexte et les enjeux marchés. Pourquoi ce sujet s'impose aujourd'hui avec tant d'urgence? Ensuite, Jérôme nous expliquera ce que change eIDAS 2.0 par rapport au cadre initial. Puis nous aborderons ensemble le lien entre signature et identité, qui est, vous allez le voir, la clé de lecture centrale d'eIDAS 2.0. Nous verrons ensuite l'impact concret pour les entreprises, ce que ça change dans vos opérations au quotidien. Et Edouard nous partagera le cas donc, de Gonexa pour voir comment tout cela se traduit sur le terrain. Nous terminerons par une conclusion et un temps d'échange si vous avez des questions additionnelles. Je vous rappelle que le chat est déjà ouvert et Yanis à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, commençons par un constat de marché. Avant de parler de réglementation, hein, il est important de comprendre pourquoi ce sujet s'impose maintenant. 3 évolutions structurelles transforment actuellement le marché en profondeur. La première évolution concerne la généralisation des parcours à distance. Depuis le Covid, il est clair que les entreprises ont massivement dématérialisé leur signature, leur parcours de validation et leur onboarding client. Ce qui était une exception est devenu la norme et cette bascule s'est faite très très vite. La deuxième évolution concerne l'augmentation des volumes. On ne parle plus de quelques contrats par semaine, on parle de milliers, voire de millions de transactions numériques et ce passage à l'échelle change radicalement les exigences.
Et la troisième évolution est la montée des risques. Et c'est là que ça devient très préoccupant. Plus nous avons de volume de transactions à distance, plus nous avons d'exposition au risque. C'est évident. Les chiffres de notre baromètre IPSO 2026 l'illustrent très clairement, vous les voyez actuellement sur votre écran, mais 77% des entreprises françaises disposent d'une solution de signature électronique. La digitalisation est clairement là. 52% des travailleurs utilisent la signature électronique dans leur cadre professionnel. Et 1 sur 5 a déjà été confronté à un document numérique falsifié lors de son activité professionnelle. Par ailleurs, étonnamment, 42% de ces mêmes travailleurs estiment que leurs entreprises perdent du temps et de l'argent à vérifier l'authenticité de ces documents. Donc, ce que ces chiffres nous disent, c'est que les entreprises ont clairement digitalisé et qu'il y a un usage. En revanche, on va constater que la confiance est restée le maillon faible et c'est exactement pour ça qu'il y a eu une transition réglementaire récente. Jérôme, je te laisse maintenant la parole pour expliquer ce changement réglementaire aux personnes qui nous écoutent. Alors effectivement, pourquoi ça évolue? Bah, comme Camille vient de l'expliquer très clairement, on avait depuis une quinzaine d'années un cadre qui régit la confiance numérique et qui régit la signature électronique qui s'appelle le règlement européen IDAS, Electronic Identification and Associated Services en anglais. Et ce cadre européen a été conçu, rédigé en 2012 avec des parcours à l'époque à distance, on va dire balbutiant. 2012, on se projette 15 ans en arrière. Évidemment, on n'avait pas envisagé le Covid, on n'avait pas envisagé la révolution de la digitalisation des parcours et en particulier les capacités qu'on a aujourd'hui d'identifier les signataires à distance. Et donc, on avait depuis une quinzaine d'années un certain nombre de limites pour mettre en capacité, en particulier, les usagers de s'identifier à distance de façon sécurisée, en toute confiance. Et le déploiement des identités numériques, qui existent depuis une quinzaine d'années, était extrêmement hétérogène, extrêmement partiel. Depuis 6 ans maintenant, au travers du club PSCO, à la Commission européenne, avec le Parlement européen, de nombreux acteurs dont on fait partie ont participé à la conception du nouveau cadre réglementaire applicable donc depuis un an, qui s'appelle le règlement IDAS 2.0, tout simplement, et qui apporte cette réponse en créant cette fois non plus simplement des identités électroniques et des capacités de faire de la signature électronique en présentiel ou postérieurement à des séances de face à face ou des séances de, on va dire, signature avec des niveaux de confiance assez faibles, mais en créant un écosystème bâti sur ce qu'on appelle le wallet, en français portefeuille d'identité numérique, et bâti sur un nouveau socle de concepts permettant donc de produire à la fois des identités numériques de sécuriser dans les wallets, de gérer des attributs d'identité, des attestations associées, on va y revenir, de réutiliser ces identités dans des parcours distanciels, avec en termes d'impact pour vous, en fait, des processus complètement digitaux, complètement à distance, 100% fiables, 100% encadrés juridiquement, 100% sécurisés. Donc, voilà, des identités fiabilisées, des litiges réduits, donc des impacts pour les entreprises qui sont sains en matière de gestion des risques. Alors, on va revenir sur les 3 enjeux clés relatifs aux évolutions introduites par le règlement IDAS 2, notamment sur le nouveau rôle du portefeuille d'identité numérique. En France, ça s'appelle tout simplement France Identité. Donc, vous avez peut-être entendu de la communication sur le sujet. On a un portefeuille d'identité numérique par pays au moins. Et donc, chaque pays, il va de son nom de code pour l'application mobile que vous pouvez déjà télécharger, dont vous pouvez aujourd'hui déjà vous équiper. Et on va voir ensuite, évidemment, les impacts pour vous et vos équipes en matière en particulier de fiabilisation des processus digitaux distanciels. Alors, IDAS 2, pourquoi et IDAS 2, comment? IDAS 2, comme je viens de vous le dire, ça structure un écosystème de confiance numérique global visant à une meilleure harmonisation des pratiques. Ça, c'est le premier point important. On a trop connu, en fait, dans le cadre de IDAS 1, des pratiques nationales, des pratiques hétérogènes, et donc on a harmonisé les pratiques européennes avec, cette fois-ci, dans le cadre de IDAS 2, une liste de standards, une liste de règles, une liste de procédures complètement homogènes d'un pays à l'autre.
On a notamment redéfini les moyens d'atteindre chaque niveau de signature électronique, et Camille vous les présentera en détail ensuite. Quand on parle de niveau de signature électronique, on a un vocabulaire très précis, on vous expliquera ensuite. On a donc garanti structurellement la valeur légale des transactions, la valeur également de l'archivage électronique, la valeur des documents, de leur conception, de leur digitalisation, à leur signature, jusqu'à leur conservation. On a donc, avec IDAS 2, des opérations digitales complètement distancielles possibles, avec un niveau de sécurité juridique parfait, basé le plus souvent, en tout cas c'est l'objectif de la Commission européenne, c'est l'objectif des pays européens, sur le portefeuille d'identité numérique. Le principe est très simple. Avec la capacité de s'identifier et de s'authentifier à distance grâce à ce fameux wallet, en français portefeuille d'identité numérique, on donne la capacité en fait aux usagers, aux usages, de renforcer la vérification d'identité et de réutiliser ces identités au travers d'un certain nombre de nouveaux concepts, notamment les attributs identitaires. Alors, un attribut identitaire, pour faire simple, c'est quelque chose qui me caractérise. Quelque chose étant mon diplôme, mon permis de conduire, le fait que je sois qualifié, le fait que je sois certifié individuellement avec des labels de confiance, par exemple, je suis expert avec un diplôme, donc je peux mettre mon diplôme dans mon portefeuille. Le fait que je sois également, par exemple, non imposable peut être caractérisé comme un attribut, et donc je peux télécharger dans mon wallet, dans mon portefeuille d'identité numérique européen, un certain nombre d'attestations, attestations de domicile par exemple, attestations voilà, de présence à une formation, que sais-je. Il y a 1001 exemples d'attestations et d'attributs qu'on peut qualifier, qu'on peut récupérer dans son wallet. Et c'est ces attributs qui vont vous permettre notamment de fiabiliser les parcours digitaux, de réduire les vérifications manuelles, puisque à l'image des processus traditionnels dans lesquels on fournit une attestation de domicile en sus de son attestation d'identité, dorénavant, on pourra fournir exactement la même chose de façon digitale, sans avoir à exiger de son interlocuteur distanciel qu'il revérifie ces informations, puisqu'elles ont été fiabilisées à la source par son émetteur. On a donc un écosystème complet d'acteurs de la confiance numérique qui s'organisent aujourd'hui autour du portefeuille d'identité numérique. Et on va donc pouvoir fiabiliser les processus digitaux, comme je le disais, pour avoir des parcours de signature électronique encore plus fiables, encore plus complets et surtout encore plus simples à mettre en œuvre pour vous, entreprise. Merci Jérôme, super intéressant. Je vais m'arrêter moi une seconde sur un point essentiel, parce que c'est souvent là qu'il y a un malentendu. Quand on parle des IDAS 2.0, de niveau de conformité, de portefeuille d'identité et même d'attributs, comme Jérôme vient de nous en parler, on peut avoir l'impression que ça va compliquer les choses, rajouter des étapes, créer de la friction, ralentir les équipes. La réalité, c'est que c'est exactement l'inverse. Et IDAS 2.0 ne complexifie pas les parcours, il les rend fiables et juridiquement opposables. C'est une vraie plus-value. Une fois le bon niveau de signature et de vérification d'identité sélectionné et mis en place, les utilisateurs vont disposer d'un document, d'une transaction qu'ils vont pouvoir défendre devant un juge, devant un régulateur ou même devant un client ou un partenaire. J'ai parlé là des différents niveaux de signature. Donc la fiabilité, c'est clairement une des fondations essentielles de notre métier, et c'est exactement ce que eIDAS 2.0 vient renforcer à travers donc les différents niveaux de signature qui sont mis à disposition des utilisateurs. Donc pour rappel, il existe 3 niveaux de signature et chacun répond à un niveau de risque différent. Le premier, donc la signature simple, est celle qu'on utilise pour les documents du quotidien. En utilisant ce niveau, on vient chercher donc une rapidité de signature. C'est un niveau adapté pour un bon de commande, pour une prise de congé, un document interne sans fort enjeu, comme une délégation de signature interne, par exemple. La preuve, elle est limitée, mais c'est suffisant pour ces usages. C'est le niveau qu'utilise la grande majorité des entreprises françaises aujourd'hui. Le deuxième niveau, donc, c'est la signature avancée, qui va quant à elle renforcer
le lien avec le signataire. Elle est adaptée aux engagements contractuels peut-être un petit peu plus sensibles, comme par exemple un contrat commercial. Et le dernier niveau est celui de la signature qualifiée, qui correspond au niveau donc le plus élevé et qui nécessite pour le coup une vérification d'identité forte. Ce niveau de signature est le seul niveau qui équivaut en valeur juridique à une signature manuscrite. Elle est recommandée pour des actes à forte valeur et requise aussi pour certains actes réglementés, comme par exemple des actes de société, des actes bancaires ou immobiliers. Donc le principe directeur, il est assez simple. Plus le niveau d'engagement juridique est élevé, plus le niveau de risque est important et plus le niveau de preuve doit être renforcé. Donc le règlement EIDAS 2.0 ne définit pas seulement des niveaux de signature, hein. Il va imposer un ensemble de garanties pour rendre la transaction fiable et opposable de bout en bout. C'est une chaîne de confiance qui comporte plusieurs maillons essentiels. Donc le premier maillon concerne la vérification d'identité du signataire. Qui est cette personne? Est-ce vraiment elle? Et avec quel niveau de certitude pouvons-nous répondre à ces questions? Le deuxième maillon concerne l'intégrité du document. Il faut que ce document ne soit pas modifiable. Et ensuite, il y a l'horodatage. On veut pouvoir identifier précisément à quel moment chaque action a été réalisée. Ça, c'est très, très important en cas de litige. Et le quatrième maillon, c'est le dossier de preuve qui contient l'ensemble des éléments permettant de reconstituer la transaction, de la démontrer et de la défendre devant un juge. Ce qui garantit la valeur d'une transaction, c'est pas un élément isolé, hein, c'est la cohérence de l'ensemble de la chaîne de confiance. Et chez YouSign, nous avons réuni ces 4 exigences dans un seul parcours intégré, contenant la vérification d'identité, la signature électronique, la création et la mise à disposition du dossier de preuve par signature. Tout est dans un même environnement. Donc pour illustrer cela, je vous laisse découvrir ce parcours de sécurisation de transactions de bout en bout grâce à une courte vidéo. L'onboarding client ne devrait pas être compliqué. Collecter des documents, vérifier des informations, suivre l'avancement, assurer la conformité, cela prend du temps, multiplie les outils et expose au risque de fraude. Découvrez Verify. Vérification d'identité, de documents, signature électronique, tout votre processus de contractualisation connecté via une API unique. Vos clients transmettent leurs documents et complètent les vérifications dans un parcours fluide, simple et sécurisé avec un minimum d'intégration. Suivez chaque session en temps réel. Consultez documents, statuts et signatures depuis un tableau de bord unique. Une fois terminé, téléchargez un dossier de preuve complet, actionnable en cas de litige. Avec Verify, votre processus de contractualisation est plus rapide, plus sûr et plus efficace. Le tout via une seule API, YouSign. Collecter, vérifier, signer. Donc du coup, après cette courte vidéo vous montrant le parcours sécurisé chez YouSign, je vous propose de regarder maintenant ensemble ce que cela peut changer concrètement pour votre entreprise au quotidien. Donc une fois la chaîne de confiance bien intégrée, les bénéfices sont immédiats et tangibles, hein. Ils se regroupent en 2 grandes familles. Donc premièrement, la maîtrise des risques, on en a parlé tout à l'heure, hein, avec des identités fiabilisées, des partenaires vérifiés et des documents sécurisés. On réduit drastiquement l'exposition à la fraude et au litige. Ce qui était auparavant un risque diffus et difficile à contrôler devient maîtrisé. Deuxièmement, la performance opérationnelle. Les parcours sont simplifiés, les traitements sont accélérés et les coûts associés sont réduits. Il n'y a plus besoin de vérification manuelle chronophage. Des équipes se concentrent sur ce qui a de plus de valeur. Et en conclusion, on peut dire qu'une chaîne de confiance bien intégrée, hein, c'est clairement un levier opérationnel fort. Donc notre rôle chez YouSign, il est relativement simple. Nous souhaitons rendre la complexité réglementaire invisible, hein, et faciliter vos parcours. Donc concrètement, ça se traduit par 4 engagements. Notre premier engagement est une intégration rapide. Avec moins de 2 semaines pour intégrer notre API, vous pouvez être opérationnel très rapidement sans projet informatique lourd. Notre deuxième engagement est d'avoir une conformité souveraine. Chez YouSign, nous sommes fournisseurs de services de confiance qualifiés et autorités de certification reconnues. Nous sommes aussi certifiés ISO 27001 et nous mettons la souveraineté européenne au cœur de notre plateforme. Notre troisième engagement
c'est l'efficacité. 95% des demandes de signature reçues sur notre plateforme aboutissent. Et il faut moins de 3 minutes à nos utilisateurs pour envoyer une invitation de signature depuis notre application. Et enfin, notre 4e engagement concerne la robustesse et la fiabilité de notre plateforme. Nous assurons des SLA à partir de 99 et 99,9% pour les offres Pro et Scale, et les tickets clients sont traités en moins de 4 heures. Donc maintenant, je laisse la parole à Édouard qui va vous partager son retour terrain. Merci Camille. Effectivement, donc l'objectif était de partager un petit peu ce qu'on fait nous au quotidien chez Gonexa. Peut-être en introduction avant de rentrer dans le retour des différents clients qu'on a. Donc nous, on est bien éditeur de solutions. On a effectivement eu un positionnement dès le départ dans Salesforce, puisque c'est l'outil dans lequel on vient nous proposer du coup de la valeur. Autour de 2 grands axes. Le premier axe, c'est vraiment la génération de documents. Ça, c'était notre métier historique. Et on a enchaîné assez rapidement sur la signature électronique grâce du coup avec le partenariat qu'on a créé avec YouSign. Cette chaîne de valeur, elle était importante puisque la génération de documents, on peut générer n'importe quel type de document. On va générer du contrat, du devis, mais on peut aussi générer des documents qui ne sont pas forcément éligibles à la signature. Et pour tous ceux qui étaient éligibles à la signature, on a vraiment senti un besoin du marché d'avoir des acteurs de confiance. C'est le mot qui revenait énormément. Donc c'est pour ça qu'on a voulu choisir justement notre partenaire là-dessus qui du coup a pu perdurer depuis tout ce temps. On parle de confiance et Camille l'a évoqué aussi, la certification et les certifications en général permettent aussi d'aller au-delà de l'outil. On a toute une notion de processus qui vient être autour des solutions. Une solution peut être extrêmement sécurisée, mais c'est aussi tous les processus humains et organisationnels autour de ces solutions qui sont importants d'un point de vue terrain. Donc la certification ISO 27001 et HDS était aussi important. Et on intervient autour de clients de tout type, de taille. Très concrètement, donc les retours qu'on a, nous on est vraiment un acteur où on vient proposer notre solution dans la partie Salesforce. C'est des gens qui des fois connaissent l'environnement de la signature, des fois pas du tout. Donc le premier retour qu'on a vraiment, c'est une vraie pédagogie à avoir. C'est l'objectif d'ailleurs de ce webinaire. En fait, il y a beaucoup de méconnaissance de ce que c'est qu'une signature électronique et de comment on compare un simple graphe qu'on va faire sur un écran qui n'a aucune portée juridique versus tout un processus de signature certifiée qui est extrêmement dimensionnant. Donc déjà, la première étape, c'est de leur faire comprendre qu'il y a plein de solutions du marché qui existent, qui sont très peu chères, qui permettent de capter un graphe comme ça sur un écran. Donc on essaie déjà de leur expliquer cette première étape entre ça et un outil certifié, qu'est-ce qu'il y a. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, on va faire de la pédagogie autour des niveaux de signature, donc de simples avancées qualifiées qui sont des fois pas forcément assez connues, je trouve, à mon goût. Donc c'est intéressant d'avoir cette pédagogie autour de ça, puisqu'il y a des impacts juridiques très forts derrière. Le deuxième retour qu'on a du terrain, et ça on l'a aussi beaucoup avec des grands comptes qu'on a, très clairement, les entités sécurité des grands groupes veulent savoir où se trouve la donnée, comment elle est tracée, qui gère quoi à quel moment. Et donc, ce processus-là, il est clé. Il est clé pour la transparence et pour être sûr que les clients, à la fin, qui vont consommer ces produits de signature électronique, soient en confiance et puissent être sereins là-dessus. Donc ça, c'était un vrai sujet et c'est là où le partenariat était extrêmement important avec YouSign. Dans le sens où beaucoup d'équipes suivent justement, répondent aux questions. Et pareil, ça c'est des éléments très différenciants. On a toujours une réponse effectivement à nos questions et ça c'est indispensable d'avoir le bon expert au bon moment. Et Jérôme l'a montré aussi, c'est l'expertise autour de la signature qui va être très importante pour savoir ce qu'on fait. Parce qu'il y a des vrais impacts après légaux qui peuvent arriver derrière. Ça c'est vraiment un deuxième point que je voulais mentionner parce que ça revient de plus en plus. Il y a aussi beaucoup de sujets autour de l'IA, on parle beaucoup d'IA, et on a vraiment ces deux sujets-là chez nous, en tout cas, qui reviennent beaucoup. C'est on cherche à innover, on cherche à amener des nouvelles technologies et autres, mais c'est jamais au détriment de la sécurité, de la confiance et de la traçabilité. Donc il y a vraiment cet équilibre-là qu'on essaye de trouver.
qui est pas facile. Comme on le voit d'ailleurs, hein, les nouveaux produits comme Verify, on est très, comment dire, on est très motivé que ce soit des innovations qui soient aussi drivées par USign parce que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de fraude, beaucoup plus de failles qui sont possibles. Donc, ce genre d'innovation est clairement indispensable. Sur les besoins d'innovation, il y a plein d'autres choses, hein, honnêtement. Il y a des fonctionnalités d'ailleurs qui sont moins communiquées, mais qui sont très intéressantes pour un éditeur comme nous, hein, sans forcément tout citer, mais globalement, on a vraiment besoin de personnaliser l'expérience pour nos clients, de fournir vraiment des environnements spécifiques pour tous ces clients finaux qui vont avoir besoin de leur propre logo, leur propre éléments différenciants. Ça peut paraître rien d'avoir des couleurs, des logos, mais ça, la vision de terrain, elle est c'est assez marrant parce que les gens apprécient vraiment d'avoir un environnement qui leur est brandé hein, avec leur logo, leur couleur, etc. Je pense que ça rassure aussi. On parle de confiance avec le client final. C'est intéressant de pouvoir porter ça jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'image de marque, quand je suis en train de m'engager avec un client, c'est rassurant de voir effectivement son logo, ses couleurs et autres. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont extrêmement importantes de notre point de vue. Et après, c'est Camille qui le citait aussi, souvent la remarque qu'on a à terrain, c'est OK, plus on va amener de lignes de sécurité, plus on va contraindre, on va complexifier le process. Ça revient énormément sur les questions qu'on a. C'est est-ce que le process de signature il va être plus compliqué? Comment je vais pouvoir simplifier en fait la signature? Nous, effectivement, de notre point de vue, on a beaucoup de cas d'usage autour du contrat, hein, puisqu'on parle de Salesforce. Donc, c'est souvent un environnement avec des commerciaux et avec des personnes qui vont chercher un accord client. Donc, très clairement, la simplicité de signature, elle est clé. Et je pense que IDAS 2.0 amène des éléments importants d'avoir ce wallet-là qui va pouvoir être dispo et qui va se démocratiser au fur et à mesure pour pouvoir signer beaucoup plus rapidement. On n'aura plus besoin effectivement de faire des étapes manuelles du moment qu'on aura son wallet qui sera ancré. On va pouvoir aller beaucoup plus vite aussi sur cette partie-là. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles aussi pour nous d'un point de vue terrain parce que ça va simplifier encore. Je pense que les gens cherchent de la simplicité sans renier sur la sécurité et ça, c'est un enjeu qui est pas facile à adresser. Voilà. Et après, ça revient aussi plutôt de notre métier, mais on fait effectivement de la signature unitaire, mais on fait de plus en plus aussi de la signature un peu plus massive. Alors, en toute proportion gardée, mais des contrats où on va avoir tout un panel de clients, où on a des conditions générales qui vont évoluer dans le temps et on veut faire signer l'intégralité de ces clients-là d'une seule traite, on a ce besoin d'automatisation qui revient beaucoup du terrain. Voilà, globalement, les résultats qu'on a, on a effectivement beaucoup de signatures qui sont adressées via USign tous les jours et vraiment, on a aussi, nous, confiance dans la délivrabilité des signatures et Camille l'a montré avec des statistiques qui sont intéressantes sur le nombre de signatures qui vont vraiment au bout et le temps pour contractualiser, pour signer à la fin. Donc ça, c'est clé. On adresse, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a des problématiques où des PME, toutes petites PME vont chercher vraiment de la simplicité, de la rapidité et des grands comptes qui vont chercher des niveaux de sécurité très avancés. Donc, c'est aussi ça l'intérêt de l'API USign qui a été extrêmement large en termes de possibilité d'adresser des toutes petites entreprises à des grands comptes. Voilà. Et on est très content de pouvoir aussi se dire que ça fait depuis 2020 maintenant qu'on est, j'ai repris la date pour la session, mais qu'on est partenaires ensemble. Ça passe effectivement vite. Il y a eu beaucoup d'innovations qui sont faites et effectivement, c'est très engageant et très positif pour la suite. On espère que ça continue d'innover aussi chez USign, mais j'ai l'impression que la tendance est bonne. Voilà pour le petit retour d'expérience et je répondrai aux questions s'il y en a un peu plus tard. Alors effectivement, en termes de conclusion, un changement de logique et ça rejoint ensuite les questions qu'on va traiter, hein. On vous en remercie d'ailleurs parce qu'elles sont extrêmement pertinentes. Globalement, historiquement, dans le cadre du règlement IDAS 1, on avait des identités numériques dont j'ai dit qu'elles étaient hétérogènes d'un pays à l'autre, extrêmement peu déployées, extrêmement peu, on va dire, utilisables au quotidien, en particulier pour opérer des signatures électroniques.
On avait des signatures électroniques qui vivaient donc finalement indépendamment des sujets d'identité, et on avait des sujets de preuve numérique qui étaient partiellement cadrés, puisque comme je l'ai déjà dit, l'archivage électronique, c'est un concept qui n'existait pas dans le règlement IDAS 1 et que le règlement IDAS 2 vient créer en donnant, comme je l'ai indiqué, une valeur légale, juridiquement opposable à des documents conservés électroniquement dans des systèmes d'archivage électronique dont on connaît maintenant les règles, dont on connaît maintenant les cahiers des charges. Donc, IDAS 2 apporte finalement une cohérence avec une structure de la confiance numérique à échelle européenne, des normes les mêmes pour tous les pays, des standards très précis, des obligations voilà, qui sont extrêmement claires, extrêmement logiques. Et de ce point de vue, d'ailleurs, je tiens à féliciter les acteurs français qui ont participé à ces évolutions réglementaires, en particulier les personnes de l'Agence nationale de la sécurité, qui ont permis d'avoir quelque part une évolution ascendante, simplifiée en particulier pour les acteurs français, puisque les pratiques françaises, qui étaient les pratiques nationales depuis une quinzaine d'années, viennent d'être consacrées au niveau européen. Et donc, Soussign, quelque part, a de l'avance par rapport aux acteurs de droit non français, puisque IDAS 2 vient finalement consacrer les pratiques françaises à l'échelle européenne, ce qui n'était pas évident a priori. Et on a donc dorénavant un cadre européen homogène, comme je le disais, et qui permet finalement de construire un marché économique européen de la confiance numérique, ce qui n'était pas le cas préalablement. Dorénavant, on a une signature électronique qui repose sur la fiabilité de l'identité, et on va y revenir pour répondre à vos questions très précises ensuite. On a donc finalement des transactions digitales sécurisées by design, et non pas sécurisées parce qu'on a mis en œuvre un certain nombre de procédés, on va dire, indépendamment de l'identité. Et donc ces évolutions permettent de, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, de sécuriser à la fois vos risques, de sécuriser vos transactions, de sécuriser vos opérations. Et donc, pour répondre très directement à vos questions, et on en prendra bien d'autres également si vous le souhaitez, oui, à partir de la mise en place de la réglementation IDAS 2, qui est donc concrètement applicable, on peut tout à fait produire une signature qualifiée à partir du wallet européen, à partir de l'identité numérique. Et donc, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, on peut imaginer un monde dans lequel la signature qualifiée devient la règle et plus l'exception. En pratique, ça fonctionne comment? Ça fonctionne très simplement. Je suis le signataire. On me dit, êtes-vous équipé d'une identité numérique de niveau élevé au travers d'un portefeuille d'identité numérique? Français, on va vous dire, êtes-vous équipé de France Identité? Je réponds oui. Je fais sur mon mobile mon code d'accès de déblocage de mon application France Identité et ma transaction, elle est signée. Et donc, pour répondre à la question de Mostafa, plus la peine d'exiger la production de copies PDF, PNG, JPEG de ma carte nationale d'identité, puisqu'en présentant mon wallet européen, en présentant le fait que je suis équipé à bon niveau et en tapant le code de déblocage de France Identité sur mon téléphone portable, automatiquement, je produis une signature qualifiée au plus haut niveau de sécurité technique et juridique. Plus rien à faire, tout est fait, plus besoin d'exiger en sus des documents d'attestation, des attributs supplémentaires, si ces attributs figurent déjà dans typiquement mon wallet. À terme, si je veux produire mon attestation de domicile et on me demande, dans le cadre de cette opération transactionnelle, à titre individuel, de fournir à la fois la preuve de mon identité, la preuve de mon adresse, la preuve du caractère non imposable de mon foyer fiscal, je fais pop, 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 je tape mon code de déblocage de France Identité. Si dans mon application Wallet France Identité, j'ai à la fois mon identité Jérôme Bordier, ma preuve d'attestation fiscale, ma preuve d'attestation de domicile, je débloque et moi, individuellement, je choisis de débloquer attribut par attribut, attestation par attestation. Donc, c'est de l'opt-in. C'est à moi de choisir ce que j'autorise l'application distante de consommer. Alors, dans cette hypothèse, eh bien, l'application distante reçoit mon identité, mon domicile, mon caractère non imposable, et je n'ai plus rien d'autre à fournir. Donc, plus besoin de télétransmettre, on va dire, des PDF, possiblement d'ailleurs falsifiés, possiblement d'ailleurs falsifiables,
sur mon domicile, sur mon état juridique, sur mon diplôme, sur mon attestation, mon caractère non imposable, par exemple, à l'image de l'exemple que je viens de prendre. Et donc, tout est sécurisé by design en amont. Et la fraude identitaire, la fraude documentaire est ainsi, on va dire, annihilée, rendue impossible by design comparativement à nos activités actuelles dont on sait qu'elles sont potentiellement vulnérables. La sécurité devient donc, pour reprendre le thème du slide et reprendre en conclusion eh bien, le message qui vous est transmis aujourd'hui, devient donc acquise, la sécurité devient acquise par principe, un vrai levier de performance, un vrai levier d'efficacité, plus de vérification manuelle en back-office dans les entreprises qui reçoivent ces informations digitales fiabilisées en amont. Et donc, on peut tout à fait imaginer un monde dans lequel, dans le respect des libertés individuelles, dans le respect du choix des usagers, qui donc débloquent ces attributs, débloquent ces informations une à une, sous réserve de leur acceptation individuelle, on peut donc imaginer un monde dans lequel le destinataire de ces informations, celui qui vous demande de signer, pour être clair, reçoit l'intégralité des informations vous concernant, fiabilisées, sécurisées, garanties par le wallet européen, par le portefeuille d'identité numérique français. Et donc, on a un monde dans lequel, progressivement, on ne va plus communiquer des informations sur moi-même, on va permettre aux applications avec lesquelles je suis connecté de les consommer, d'en hériter, en ayant la capacité, évidemment, de vérifier qu'elles sont fiables by design. Merci Jérôme, super clair, super présentation et tu as déjà répondu à pas mal de questions. Donc déjà, merci Edouard, merci Jérôme et merci pour vos questions. On a une dizaine de minutes pour les parcourir. Donc ce que je vous propose, c'est de les verbaliser et de voir si Jérôme ou Edouard peut y répondre directement. Donc on a une question, Jérôme, peut-être pour toi. Est-ce qu'on peut remplacer la carte d'identité par l'identité numérique? La réponse est clairement oui. Non seulement on le peut, mais on le préconise, on le recommande. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si j'upload une copie PDF, une copie PNG, JPEG de ma carte nationale d'identité, d'évidence, je peux l'avoir trafiquée. ChatGPT, Gemini et les autres vous font ça en 3 minutes. Il y a même des sites web sur lesquels je peux acheter des fausses pièces d'identité pour des montants dérisoires. Et donc, l'idée du portefeuille d'identité électronique, c'est vraiment de substituer l'envoi de la copie de la pièce d'identité, CNI, passeport, titre de séjour en France, par la présentation de sa carte nationale digitale. Et donc, le wallet, c'est tout simplement la conversion des pratiques existantes dans le cadre de parcours digitaux qui permettent la présentation de cartes nationales d'identité digitale, idem pour le passeport, idem pour le titre de séjour, et digitalement sécurisé à la source par celui qui l'a émis, c'est-à-dire l'État en fait, en pratique. En France en tout cas. Dans d'autres pays, on a d'autres pratiques. En France, c'est l'État qui s'est positionné naturellement, comme toujours, pour produire ces identités numériques. Chaque pays membre doit au plus tard, au 31/12/2026, ça c'est écrit dans le règlement IDAS 2, mettre en capacité ses ressortissants de disposer d'identités numériques sous la forme d'identité numérique digitale, fiabilisée, donc portefeuille d'identité numérique européen, pour être clair en français, wallet en anglais. Donc au 31/12/2026, c'est demain, c'est dans à peine 8 mois. On aura donc tous la capacité de s'en équiper partout en Europe. Et au plus tard, au 31/12/2027, une grande partie des acteurs digitaux devront vous mettre en capacité d'utiliser vos wallets dans leurs processus digitaux. Le règlement IDAS 2 impose la capacité de recours à un portefeuille d'identité numérique dans les processus digitaux, bancaires, santé, transport, eau, énergie, services de confiance numérique comme la signature électronique d'évidence, et pas que, puisque de très nombreux secteurs, en fait, se voient imposer la capacité de supporter l'usage d'identités numériques
donc portefeuille d'identité numérique européen, ce qui se traduit en France, encore une fois, par transidentité, dans leurs parcours digitaux. Donc 31/12/2027, c'est vraiment demain. Au 1er janvier 2028, si vous êtes équipé d'un portefeuille d'identité numérique fiable, fourni par l'État dont vous êtes ressortissant, hein, ou l'État dans lequel vous avez un titre de séjour, par exemple, alors vous avez capacité à imposer l'usage de cette pièce d'identité digitale by design dans le cadre de tous processus digitaux, ou quasiment. Hein, encore une fois, transport, eau, énergie, finance, banque, assurance, santé, services publics d'évidence, hein, j'ai oublié de le signaler, mais tous vos processus administratifs pourront être sécurisés à la source par l'intermédiaire de ce portefeuille d'identité numérique. Merci Jérôme. On a une deuxième question qui est intéressante, hein, pour toi, qui a bien valorisé le portefeuille. Quel est l'intérêt d'avoir Verify ou autre solution d'identité en parallèle de l'e-wallet? Alors, malheureusement, tout le monde ne sera pas équipé d'un portefeuille d'identité numérique demain. On a un certain nombre de citoyens qui n'iront pas s'équiper parce qu'ils ne le souhaitent pas, ou simplement qui n'auront pas encore eu le temps de s'équiper, ou qui simplement, comme moi-même d'ailleurs, se diront, tiens, je ne ferai cet exercice que quand je ne renouvellerai ma pièce d'identité physique, la carte, hein, physique d'identité qui ne va pas disparaître pour autant. Et donc, on va avoir un déploiement qui va prendre 5 ans selon les plus optimistes, 10 ans peut-être, avec dans certains pays, je le signale, des populations qui ne sont pas forcément toujours très, on va dire, motivées à l'idée de s'équiper, pour des raisons sociétales, pour des raisons culturelles. Et donc, on va avoir une coexistence pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans peut-être, des dispositifs d'identité numérique wallet avec les dispositifs actuels, prestations de vérification d'identité à distance. Hein, quand je fais, dans le cadre de Verify, une vérification live de mon identité dans le cadre de mon processus de signature, ou par exemple quand j'upload ma vieille pièce d'identité parce que je n'ai pas encore pris le temps ou voulu m'équiper d'un portefeuille d'identité électronique. Et donc cette coexistence, elle va nécessiter en fait que les acteurs comme Usign maintiennent à la fois des dispositifs identification, authentification, pardon, via le wallet, mais également des processus d'identification, authentification alternatifs pour permettre au plus grand nombre de signer avec un niveau de sécurité parfait, avec de la signature qualifiée, sans avoir possiblement encore fait la démarche de s'équiper de France Identité. Et donc, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, on va avoir une coexistence des pratiques. L'idée, l'objectif que les opérateurs de services de confiance comme Usign, évidemment, mettent en avant, c'est de mettre en capacité le plus grand nombre de signer le plus facilement possible, quel que soit votre niveau d'équipement. Donc, ne pas restreindre l'accès à la signature, y compris à la signature qualifiée, donc celle qui correspond à la signature présumée fiable en papier, hein, pour rappeler ce que Camille a cité tout à l'heure, que vous soyez équipé ou pas encore. Merci Jérôme. Et je rajouterais sur la partie Verify que chez Usign, ce service concerne aussi la vérification documentaire, hein, et pas simplement la vérification d'identité, vérification documentaire qui permet d'éviter la fraude documentaire qui est de plus en plus présente dans nos activités de tous les jours. Jérôme, on a une autre question qui est intéressante. Comment le wallet se matérialisera en pratique? Personne nous parle de compte unique, type France Identité, intégré directement via des opérateurs comme Usign. Et qu'en est-il de l'archivage électronique? Alors, comment le wallet se matérialise? Alors, le wallet va se matérialiser différemment selon le pays dont vous êtes ressortissant. Si je suis français, c'est France Identité. Si je suis norvégien, c'est un autre dispositif. Aujourd'hui, il y a au moins un wallet par pays, mais on a déjà des pays qui nous ont annoncé plusieurs wallets. Donc, à chaque fois, un wallet, c'est quoi? C'est une application mobile. Donc, concrètement, ça va se matérialiser par une application mobile. Cette application mobile, pour l'activer, je vais devoir faire la preuve de mon identité auprès de celui qui me produit et celui qui me délivre cette application mobile. Donc en France, je fais la preuve de mon identité à l'occasion d'un passage en mairie,
comme je le fais depuis toujours pour obtenir mon passeport ou ma pièce d'identité. Dans d'autres pays, on a d'autres pratiques. Donc, 27 au moins wallets, toujours une application mobile, mais chaque pays voulant faire son marketing du wallet, chaque pays donne en fait un nom à son wallet. France Identité en France, Spring en Allemagne, voilà, Bank ID pour les pays scandinaves, parce que c'est les banques qui portent cette initiative historiquement, très variable selon les pays. Maintenant, l'application mobile, en fait, elle répond à des caractéristiques, des spécifications, des exigences de sécurité qui sont complètement homogènes. Donc, visuellement, d'un point de vue, on va dire, communication, le nom de l'application mobile sera différent, mais la façon dont on va utiliser l'application mobile en France, en Italie, en Allemagne, en Roumanie, que sais-je, exactement pareil. Spécification complètement homogène, interopérabilité totale by design, puisque les specs sont établis par la Commission européenne et par des groupes qui bossent, comme des fous d'ailleurs, depuis maintenant 3 ou 4 ans. Et on aura donc évidemment un vrai monde européen interopérable. Quid du monde non européen? Parce que j'ai vu cette question passer. Compliqué. Compliqué parce que pour l'instant, le schéma du wallet est limité à, presque 500 millions de personnes, donc ce n'est pas une petite limite, mais limité néanmoins. La Commission européenne établit en ce moment, en fait, et on y travaille avec eux, un certain nombre de conventions de reconnaissance bilatérale, pays par pays, plaque continentale par plaque continentale, et on instruit actuellement, en fait, la demande de pays tiers, comme le Japon, comme la Moldavie, pour la petite histoire, comme Monaco, c'est plus anecdotique, mais c'est plus drôle, c'est tout près de chez nous, comme le Québec, par exemple, pour faire des schémas d'interopérabilité internationale et mettre en capacité les usagers d'utiliser leur wallet, même si leur wallet n'est pas un wallet européen. Ça, c'est pour la réponse. J'espère en tout cas avoir répondu à la question relative au wallet. Pour ce qui concerne l'archivage électronique, comme je vous le disais tout à l'heure, le règlement IDAS 2 est le premier texte juridique européen qui consacre la capacité de conserver des documents dans le temps de façon fiabilisée, avec un effet juridique connu. Depuis 25 ans, bien sûr, on fait de l'archivage électronique, mais je dirais qu'on fait de l'archivage électronique sans avoir, en fait, de cadre juridique qui ni l'impose, ni le requiert, ni le consacre. Donc on fait de l'archivage parce qu'évidemment, il faut bien conserver les documents, et on le fait d'ailleurs fort bien en France depuis 25 ans, avec une série de normes très précises qui donc ont été consacrées au niveau européen comme étant les normes de référence maintenant au niveau européen. Mais, encore une fois, on le faisait, ou on le fait depuis une vingtaine d'années, sans réellement avoir de caractère juridiquement fiabilisé par principe, et sans avoir ce qu'on appelle, nous, des effets juridiques connus a priori. D'évidence, depuis 25 ans, si je présente un document conservé dans un système d'archivage électronique à un juge, il le reçoit, mais ce juge, s'il le reçoit, n'a pas connaissance a priori de la qualité juridique de ce document. Il peut donc demander une expertise, il peut donc demander une vérification, il peut donc juger cette preuve électronique suspicieuse. Avec IDAS 2, si je fais de la conservation dans un système d'archivage électronique qualifié, comme la signature peut elle-même être qualifiée, alors, a priori, le juge va reconnaître la valeur juridique et donc l'effet juridique de cette preuve et ne va pas la contester. Et donc, on a un bénéfice a priori juridique plutôt qu'une capacité, comme on l'a depuis 20 ans, à voir cette preuve remise en cause en justice. C'est un changement de paradigme. On a donc un effet juridique a priori plutôt qu'un effet juridique a posteriori. C'est un peu technique, on va dire technico-réglementaire, mais en tout cas, sachez qu'en tant qu'usager de la signature ou en tant que prescripteur de la signature, si vous êtes comme Édouard, opérateur du système de signature électronique dans le cadre d'application métier, eh bien, sachez que c'est tout à fait satisfaisant pour vous parce que c'est rassurant sur le potentiel risque que vous prenez à faire de la signature électronique. Merci Jérôme, super intéressant. On a une dernière question bonus pour toi.
l'application France Identité est-elle également valable pour les sociétés? Parce que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui, là, dans ce webinaire, majoritairement de personnes physiques, mais qu'en est-il des sociétés? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah, c'est une excellente remarque et c'est tout à fait à propos parce que c'est vraiment l'actualité. Alors, déjà, dans le cadre d'une société, d'abord, je suis toujours Jérôme Bordier. Je suis certes dirigeant de la société Silweb, mais je suis avant tout moi-même. Et donc, je peux faire dans un processus digital entreprise la preuve de mon identité et de surcroît la preuve du fait que je suis mandataire social. Mais ça requiert quoi? Dans tous les processus digitaux actuels, ça requiert le fait que je fasse d'une part la preuve de mon identité et d'autre part la preuve du lien entre moi et la personne morale que je représente. Ça, c'est évidemment possible dans le cadre du DAS2, mais puisque la Commission européenne a entendu la demande, notamment du club PSCO, mais de plein d'autres institutions européennes, de fournir une preuve de lien entre personne physique et personne morale a priori, plutôt que de demander à une personne physique qui s'est identifiée de faire de surcroît en sus la preuve du lien avec cette personne morale, eh bien, la Commission européenne a proposé en fait un nouveau règlement qui est actuellement en cours d'instruction, qui devrait passer au Parlement européen. On n'a pas de date précise, fin de cette année, peu probablement, je dirais plutôt début de l'année prochaine, un nouveau règlement européen qui s'appelle le Business Wallet. Et donc, c'est la déclinaison pro, en fait, de la version perso France Identité. Et donc, on aura probablement, à terme, là, on est dans une cible 2, 3, 4 ans, euh, des ajouts à France Identité par l'intermédiaire de Wallet Pro, Business Wallet, qui seront donc utilisables pour que moi, par exemple, titulaire de mon Business Wallet Club PSCO ou Business Wallet Silweb, parce que moi, il se trouve que j'ai 2 fonctions et même plus. Donc, comme beaucoup de personnes, quand on a de multiples fonctions, on peut avoir idéalement un seul wallet pro qui va donc contenir toutes mes fonctions. Je pourrais utiliser en lien avec France Identité ce business wallet pour faire la preuve a priori à la fois de mon identité individu et du lien entre moi et les personnes morales, là où les personnes morales que je représente. Ce business wallet, c'est vraiment l'idéal à terme pour faire des transactions professionnelles qu'on peut déjà faire en commun, je vous le disais, aujourd'hui en faisant la preuve d'abord de mon identité et ensuite en fournissant typiquement le CABIS pour faire la preuve du lien entre l'identité et les personnes morales que je représente. Mais demain, on pourra le faire a priori, full digital, sans plus avoir à fournir le CABIS, hein, à titre d'exemple. Merci Jérôme. Enfin, on a vraiment une couverture complète et on aura une couverture complète de l'identité tant personnelle que professionnelle. Il reste une dernière question avant de conclure sur ce webinaire. Pour toi, Jérôme, toujours, est-ce que les fournisseurs de services de signature comme YouSign exigeront et pourront obliger du coup les signataires à créer des comptes? Est-ce qu'il y aura une exigence d'utiliser le wallet à l'avenir? L'exigence, c'est de mettre en capacité ceux qui le souhaitent de l'utiliser. Par contre, l'exigence réglementaire, ça n'est donc pas d'imposer. Personne n'imposera aux citoyens l'usage du wallet. Le wallet, c'est un dispositif gratuit, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est quand même important de le noter, fourni aux citoyens volontaires, candidats qui souhaitent utiliser ce wallet. Je mentionne également un propos qui est important parce que je vois trop d'articles et je vois trop de bêtises dans la presse, en particulier sur ce sujet. Le wallet n'est pas un outil de flicage. Le wallet n'est pas un outil traçable. Donc, quand vous utilisez votre wallet, dans le cadre, par exemple, d'une transaction digitale avec YouSign, l'État ne le sait pas. L'État ne le voit pas. L'État ne peut pas le savoir. By design. France Identité n'a aucune capacité à savoir ce pourquoi il est utilisé. C'est techniquement impossible. C'est conçu pour ça. Pourquoi? Pour protéger les citoyens contre possiblement des abus étatiques. Et c'est d'ailleurs ce qui freine dans certains pays un peu, souvent d'Europe de l'Est, il faut reconnaître, qui ont des cultures et des passés qui ne sont pas les nôtres. Mais France Identité, comme les autres wallets européens, a été conçu pour fonctionner sur la base du volontariat, sans capacité d'un acteur à imposer le recours à France Identité,
pas plus l'administration d'ailleurs qu'un acteur privé, et sans non plus, on va dire, mettre en capacité l'État de savoir ce pourquoi il l'utilise. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette dernière réponse. On va conclure ce webinaire. Merci Jérôme, merci Édouard, merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que cette présentation a répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous les poser dans un second temps. Et j'espère que ça vous a convaincu des avantages d'avoir une chaîne de confiance intégrée de bout en bout. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.